Aujourd'hui, de plus en plus d'appareils sont capables d'enregistrer et diffuser une image en HDR, que ce soit ton iPhone, boîtier hybride, les drones, et en l'occurrence, les plateformes comme YouTube, Instagram acceptent ce contenu HDR. Mais comme je te le disais dans une précédente vidéo, ce n'est pas parce que tu enregistres en log par exemple et que tu captures une grande dynamique que tu peux diffuser et visionner ce contenu en HDR. En fait, il y a tout un processus. Sur le papier, c'est vrai que le HDR c'est incroyable puisque ça permet d'afficher une plus grande plage dynamique et donc des hautes lumières qui sont beaucoup plus réalistes et plus proches de la réalité de ce que l'on voit nous à l'œil nu. Sauf que le problème à l'heure actuelle pour les créateurs, c'est que le HDR c'est un enfer à gérer et on va voir dans cette vidéo pourquoi et comment le pallier. La plupart des contenus diffusés à l'heure actuelle, et ça sera le cas encore pendant un petit moment, que ce soit à la télé, sur Instagram, YouTube, etc., sont dans un espace colorimétrique Rec 709 Gamma 2.4. Pendant longtemps c'était compliqué, mais maintenant avec un bon écran, les bons réglages dans ton logiciel, tu obtiendras globalement la même image que tu as dans ton viewer à quelques micro détails près qu'une fois exportée et si tu la regardes sur YouTube depuis ton écran. Et là tu vas me dire mais c'est quoi le rapport avec le HDR? Et ben en fait c'est un petit peu la même chose. C'est une norme qui n'est pas encore ultra répandue. Et donc du coup c'est compliqué d'étalonner une image HDR proprement sans avoir le matériel et la configuration adéquate. Pour te donner une idée de la différence entre du SDR et du HDR, en SDR on a un pic de luminance de référence qui est à 100 nits, alors qu'en HDR la limite est bien plus loin, 1000, 4000 voire même 10 000 nits en fonction de la diffusion. Dans cette vidéo on va parler du HDR 1000 nits parce que c'est le plus répandu, c'est celui qui est le plus simple à gérer. Il y a peu de monde qui a un écran qui est capable de monter bien au-dessus de 1000 nits. À l'heure actuelle, le standard de diffusion HDR, on ne parle plus de Rec 709 Gamma 2.4, mais de Rec 2100 Gamma ST 2084. Allez, on passe au plus intéressant. Comme je te le disais, pour faire du HDR, il te faut certaines pièces bien précises. Sinon, tu travailles tout simplement à l'aveugle. Le prérequis numéro 1, c'est bien sûr l'écran. Alors, tu as de la chance parce que si tu travailles depuis un MacBook Pro ou un portable qui a un écran OLED et qui est donc capable d'afficher du contenu HDR, eh ben, t'es déjà bon. Mais comment savoir si son écran est compatible? Tout à l'heure, je te parlais de HDR 1000 nits. Eh ben, il faudra tout simplement regarder les specs, que ton écran soit bien calibré avec un pic de luminance aux alentours des 1000 nits. Attention par contre qu'on soit bien sur un écran calibré pour de la création vidéo, donc un écran qui couvre à 100% par exemple le DCI-P3 avec un bon delta E, sinon eh ben, tu n'auras pas des couleurs justes. Et qu'est-ce qu'il en est des sondes? Tu en as probablement déjà entendu parler, mais cette sonde permet de calibrer ton écran. Cela permet d'être vraiment sûr que ton écran soit bien calibré, notamment en fonction de l'éclairage ambiant. Cette sonde, dans la plupart des cas simples, va te générer ce que l'on appelle un profil ICC. C'est une sorte de lutte qui va permettre de corriger certaines dérives colorimétriques de ton écran. Mais ce n'est pas l'idéal parce que le profil ICC, il ne vient pas réellement modifier les couleurs de ton écran, la calibration, il vient simplement les compenser. Si tu as un écran mal calibré, il faut que tu saches que cette méthode ne fonctionne pas pour un workflow HDR fiable. À ce moment-là, et dans tous les cas, si tu achètes un très bon écran, il faut que tu regardes quelle est l'option calibration hardware. Si ton écran n'est pas HDR, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le mien, c'est un BenQ qui peut monter au max à 400 nits. Et ben, on va dire que c'est bien pour pouvoir commencer à travailler en HDR, toucher un petit peu à tout, mais forcément, c'est pas le top parce qu'il y a une partie du signal que tu ne verras pas, notamment dans les hautes lumières. Certains écrans avec une dalle IPS peuvent monter au-dessus de 400 nits. Il y a certains Asus ProArt pas trop chers qui vont à 600. Et sinon, le top, eh ben, c'est de se tourner vers de l'OLED. Maintenant qu'on a l'écran, c'est bien, mais le problème, comme tu peux le voir, c'est que dans l'état, avec un bon écran et une bonne configuration, on obtient une image complètement délavée, parfois trop saturée ou en l'occurrence même surexposée. Dans les réglages moniteurs de macOS, on a une petite case plage dynamique étendue, mode HDR. Et qu'est-ce qui se passe si on l'active? J'ai un résultat dans DaVinci qui est même encore pire. Et la solution à ça, c'est cette petite interface qui est juste ici, ça s'appelle l'Ultra Studio 4K Mini. En fait, contrairement à l'écran intégré sur un portable, lorsque tu utilises un écran externe, que ce soit sur macOS ou sur Windows, eh bien il n'arrivera pas à gérer le HDR en externe. Cette interface Blackmagic, c'est donc la solution, elle sert à recevoir et à envoyer du signal audio-vidéo, et en l'occurrence dans notre cas, elle sert à contourner complètement le système d'exploitation et donc à envoyer un signal vidéo pur à notre écran. Autrement dit, on a un vrai clean field fiable. Alors dans cette vidéo, je te la présente pour le HDR, mais ça ne sert pas du tout qu'à ça. Ça existe depuis très longtemps et c'est vraiment la solution en fait pour s'assurer que le signal qui est envoyé à notre écran, eh bien il s'agit bien d'un clean field et qu'on n'ait pas eu d'interprétation qui a été fait par le système d'exploitation. Juste avant de passer sur DaVinci, au niveau de la configuration, donc l'interface est reliée à mon Mac en USB-C. Fais bien attention à ce que tu sois relié à un port Thunderbolt et pas à un USB 2, puis l'écran directement sur l'interface. Alors cet écran, il sera uniquement dédié au clean field. C'est pour ça qu'il faudra obligatoirement travailler sur deux écrans. Là, c'est l'écran relié à mon Mac, même si dans mon viewer, c'est du HDR, et ben on peut voir qu'il lui envoie du Rec 709. Et maintenant, si je le bascule sur l'interface, on peut voir que je vais avoir un aperçu beaucoup plus cohérent. Il va basculer tout seul en mode HDR, voilà, HDR activé. Première étape pour que tout fonctionne, c'est d'installer le logiciel Blackmagic Desktop Video Setup. Normalement, la carte sera reconnue automatiquement
automatiquement pour pouvoir faire les mises à jour. Si cela ne fonctionne pas, qu'elle n'est pas reconnue, ce qui m'est arrivé sur mes 2 Mac et j'ai vraiment beaucoup galéré, je pense que ça va t'arriver aussi. Ce qu'il va falloir faire, c'est de se rendre dans les réglages, puis dans Général, ouverture et extension. Juste ici, on va avoir l'application Blackmagic Vidéo. On va cliquer sur le petit i et là, il faut bien faire attention que tout soit bien activé. Si jamais ça ne marche pas, on va filtrer par catégorie et on va chercher tout ce qui est extension de caméra et extension du gestionnaire. On va se rendre dans DaVinci Resolve, dans tout ce qui est préférences, puis dans entrée-sortie vidéo et audio, et là dans tout ce qui est appareil de capture et appareil de monitoring, tu peux mettre l'Ultra Studio Mini. On enregistre bien, il faut redémarrer le logiciel et normalement si tout se passe bien, tu vas voir ton petit viewer qui va apparaître sur l'écran de contrôle. Et s'il apparaît bien sur l'écran de contrôle, eh bien ça va apparaître directement sur ton moniteur. À partir de là, si tu as un bon écran qui est bien réglé, enfin les réglages d'usine, et même que tu as pourquoi pas fait la calibration hardware, eh bien tu es vraiment sûr à 100%. Maintenant, on va venir faire 2-3 petits réglages pour pouvoir passer en étalonnage HDR. La plus grosse partie du travail va se passer dans tout ce qui est color management, donc on va dans les réglages, gestion de la couleur. Le but n'est pas de faire un cours complet, mais en gros pour faire simple, on a plusieurs méthodes de gestion de la couleur. Tu as des méthodes dites automatiques et la méthode manuelle, donc c'est toi qui vas faire tes conversions. Donc par exemple, si tu as du log en entrée et que tu veux sortir en Rec 709, eh bien c'est toi qui vas gérer tes conversions in et out. Ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va se mettre en DaVinci Wide RGB Color Manager. J'aurais aussi pu, pourquoi pas, me mettre en ICES. Il n'y a pas de bonne méthode, ça dépend tout simplement de ce que tu as l'habitude et de tes exigences. Tu fais comme tu veux, mais le plus important, ça reste la sortie. Et comme je te le disais, en HDR, ici, on va travailler en Rec 2100 ST 2084 1000 nits. On va décocher gestion de la couleur automatique, ça me permet d'accéder à plus d'options. Dans mode de traitement de la couleur, tu peux pourquoi pas te mettre en HDR DaVinci Wide Gamut. Mais si tu veux avoir plus d'options, plus de personnalisation, eh bien on va se mettre sur personnaliser. À partir de là, je lui mets mon espace colorimétrique source, sachant que lui, il va détecter automatiquement les caméras, etc. Là, ici, dans ce projet, l'espace colorimétrique qui est le plus présent, c'est du S-Log 3. Dans espace colorimétrique de la timeline, on va se mettre en DaVinci Wide Gamut. Working Luminance, comme tu peux voir, on a plusieurs luminances. Nous, on a dit qu'on travaillait en HDR 1000 nits. L'espace colorimétrique de destination, c'est là où ça devient intéressant. Rec 2100 ST 2084. Graphic White Level pour du HDR 1000 nits, il faut se mettre à 203. Et enfin, on coche bien la case Mastering HDR pour 1000 nits. Tu as peut-être déjà entendu parler du HDR10 et le Dolby Vision. Et bien là, comme on peut voir dans DaVinci, on a ces deux cases-là que l'on peut cocher. Pour faire simple, ce sont deux formats HDR différents, plus avancés, qui vont permettre en fait d'avoir des métadonnées dynamiques. Pour faire très simple, en fait, grâce à ces métadonnées dynamiques, ton écran, il est capable de s'adapter au fichier HDR image par image, ce qui permet d'avoir une image plus cohérente en fonction de la capacité de l'écran. Le problème, c'est qu'une fois avoir enregistré comme ça, tel quel, et ben on a une image qui est toute flat sur l'écran. C'est pas du tout cohérent et en fait c'est parce qu'il manque une petite option. On va aller dans configuration du projet, dans monitoring vidéo et là il faut bien activer la case activer les métadonnées HDR. Et là une fois que c'est fait, j'ai enregistré, boum, mon écran il passe en HDR et j'ai un résultat beaucoup plus cohérent. Mais ce n'est pas fini, il y a encore d'autres réglages. En fait quand on travaille en HDR, il va falloir adapter les scopes puisque là on ne travaille plus du coup sur une échelle 10 bits mais il va falloir passer sur une échelle en nits. Pour cela on va dans les trois petits points, style d'échelle de la forme d'onde et là on va passer en HDR ST 2084. On peut voir que nous on travaille jusqu'à 1000 nits, donc là le but c'est qu'on n'ait rien qui dépasse les 1000 nits. C'est le même principe qu'en SDR, si tu dépasses les niveaux, et bien ça va clipper. Là c'est le même principe. Moi étant donné que c'est un écran 400 nits malgré le fait que je travaille sur du HDR 1000 nits, et ben je me suis mis un petit repère, tu vois, une petite ligne et je l'ai paramétré juste ici, tu vois, ligne supérieure 400 et je sais que tout ce qui est au-dessus, et ben c'est de l'information que mon écran ne peut pas retranscrire. Pour la saturation, normalement dans ton vector scope, si tu travailles en Rec 709, tu as les petites cases ici qui sont à 75% de saturation. Normalement, il ne faut pas dépasser 75%, sauf que là, en HDR, on a beaucoup plus de marge et donc tu peux te permettre, pourquoi pas, d'aller à 100% de saturation. Et donc pour cela, on va aller dans style d'échelle du vector scope et on va mettre les cibles à 75 plus 100%. Tu vas voir, c'est vraiment flagrant la différence quand tu vas commencer à travailler en HDR, c'est juste waouh, tu as l'impression de redécouvrir l'étalonnage. Là ici, c'est mon viewer, mon image quand elle est en HDR. Et si je repasse sur la même timeline mais en SDR, eh bien on peut voir que tout de suite mon écran il bascule en Rec 709. On a quand même un niveau de luminance qui est inférieur, forcément c'est beaucoup moins lumineux. La dynamique forcément, c'est ce que je te disais en vidéo, est aussi bien plus grande. On a beaucoup plus de marge entre le niveau 0, donc du noir, et 1000 nits. Étalonné en HDR c'est bien, mais il faut aussi pouvoir exporter le projet en HDR. Donc là, au niveau des paramètres d'export, encore une fois tu as plein de possibilités. Moi je vais te montrer ce que je fais moi. De manière générale, pour diffuser sur les réseaux, par exemple, tu vas utiliser du H265. C'est mieux que le H264 puisque clairement il est plus optimisé pour ça. À partir de là, il faudra bien faire attention à cocher la case Enable HDR10 Metadata, exporter les métadonnées HDR10.
une fois exporté, si tu l'importes sur YouTube, Instagram, etc., il faut savoir que le HDR va mettre un petit peu de temps avant de bien s'uploader. Ça peut mettre plusieurs heures, voire même plusieurs jours pour savoir si le HDR est bien disponible sur la vidéo. Eh bien, tu vas dans les réglages de résolution et si tu as bien le petit logo HDR à côté de la résolution, c'est que c'est bon. Je t'ai pas fait les réglages sur le MacBook Pro. Globalement, c'est la même chose si tu utilises l'interface vidéo. Si tu ne l'utilises pas, tu auras tout ça en moins. Mais par contre, au niveau des réglages de l'écran, voilà, vérifie bien, c'est exactement la même chose, même pour du RX 709, mais que tu n'aies pas le True Tone qui soit activé et que ton écran soit dans le profil HDR vidéo ST2084. Tu l'auras compris, le HDR, c'est clairement quelque chose de génial en termes de rendu visuel, mais clairement pas simple à gérer sans le matériel adapté. Dis-moi si toi aussi tu travailles en HDR, ça m'intéresse, ou si pas encore, parce que tu ne connaissais pas ou parce que tu as des contraintes matérielles. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à me suivre sur les réseaux. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!